Donc, on va commencer. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire du 24 avril organisé par l'UFAX sur le décryptage du décret du 4 avril 2024 avec des changements essentiels pour la formation en sécurité privée. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui pour ce décryptage Monsieur Éric Ferry, inspecteur d'administration, sous-directeur des polices administratives de la DLPAJ, Monsieur David Clavière, le préfet du CNAPS, et Monsieur Christophe Bess, le directeur des opérations du CNAPS. Donc, merci à vous d'être présents pour ce moment d'échange et de décryptage du décret. Donc, quelques petites règles sur le déroulement du webinaire. Donc, vous voyez qu'on commence à être nombreux. On va vous demander de respecter quelques règles. Donc, on va faire en sorte que le webinaire dure maximum 2 heures. Laissez votre micro en position mute. Ne branchez pas votre caméra pour essayer de favoriser la qualité du webinaire. Et nous allons dérouler entièrement les thématiques du webinaire. Et après, on fera une séquence de questions-réponses avec vous. Donc, on va utiliser, comme on est nombreux, on va utiliser le chat pour réagir et poser les questions pendant toute la présentation. Et à la fin, nous, en parallèle, on va synthétiser les questions et on posera quelques questions aux différents intervenants. Dans tous les cas, il y aura une version de la présentation avec les questions-réponses qui seront diffusées après le webinaire à tous les participants. Olivier, juste une seconde. Je ne sais pas si c'est chez moi, mais ou si c'est lié au fait que nous enregistrons finalement ce webinaire à la demande de quelques-uns pour pouvoir. Mais il y a un bruit bizarre quand tu parles. Peut-être que ça fait la même chose quand moi je parle et que c'est lié à l'enregistrement. Ça fait Non, pas la même chose quand tu parles, Corinne. Oui, tout à fait. C'est que quand Olivier. c'est C'est juste juste moi. Olivier, ouais. Moi, je ne dirais pas un canard quand je parle, alors que Olivier, on dirait un petit canard. D'accord. Bon, ben, ça vient peut-être de mon ordinateur aussi. Bon, ok. Là, c'est bien, Ça ne va pas dire grand-chose. Ça s'est arrangé, Olivier. Ça s'est Ouais, arrangé. c'est mieux, Olivier. Voilà. D'accord. Excusez-moi de cet intermède. Merci. La propagation des ondes est compliquée aussi dans le Nord. Merci. Donc, le déroulement du webinaire, on va commencer par quelques rappels avant et après le décret du 4 avril par Corinne Pruvot, la vice-présidente de l'UFAX, jusqu'à à peu près 9h40, 9h45, 50. Ensuite, nous aurons un décryptage du décret du 4 avril par M. Éric Ferry de la DLPAJ, juste de 9h50 jusqu'à environ 10h30. Ensuite, les premières applications du décret avec monsieur le directeur David Clavière et le directeur des opérations Christophe Bess, de 10h30 jusqu'à à peu près 10h45, 11h. Et enfin, une séquence questions-réponses avec les participants que nous modérerons avec François de Villers pour que nous puissions poser un maximum de questions. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre vice-présidente de l'UFAX, Corinne Pruvot. Alors, rebonjour à tout le monde. Je ne vais pas vous mobiliser trop de temps, mais donc juste une petite intro pour repositionner finalement dans son contexte cette ordonnance, le décret et les arrêtés. Oui, d'accord. Et les arrêtés qui suivent. Donc, un petit retour en arrière. Tout ça a commencé avec la loi sécurité globale, donc en mai 2021. Cette loi sécurité globale, pour la partie qui nous intéresse, nous, en sécurité privée, l'objectif, c'est de mieux encadrer le secteur de la sécurité privée, mieux encadrer, donc traduire depuis 2 ans et demi que nous le vivons, notamment sur, on va dire, durcir les conditions d'accès au métier de la sécurité privée. Confère peut-être les dérives que nous avions pu constater en matière de formation, d'achat de diplômes et autres. Bon. Donc jusque-là, tout le monde est d'accord. Depuis 2021, il y a beaucoup de textes qui entrent en vigueur et en application progressivement. Et en fait, tout ça, c'est compliqué finalement avec cette loi sécurité globale, c'est que ça s'est entrechoqué
avec une pénurie déjà structurelle des effectifs en sécurité privée, qui ne s'est pas arrangée ou qui a même été accentuée, on va dire, avec la préparation des Jeux olympiques 2024. Voilà. Pour autant, nous tenons tous le cap et on tient le cap parce que je pense qu'on fait les choses tous autant que nous sommes en intelligence et en concertation surtout, donc avec la DLPAJ, avec le CNAPS, avec la branche, ainsi que les autres certificateurs. Et le webinaire en fait d'aujourd'hui, et on va dire le succès qu'il rencontre dans son nombre de participants, ne fait que confirmer l'intérêt pour le sujet, notamment dans cette phase qui va entrer en vigueur finalement d'harmonisation des textes et des pratiques entre certificateurs, avec la phase finale de la mise en place de cet examen théorique, de cette partie de l'examen, à savoir l'examen théorique, qui va être pris en charge par l'administration, en tout cas dans un premier temps pour la partie surveillance humaine, et ce côté juge de paix ou voiture balai qu'aura l'examen pour lisser un petit peu tout ça. Voilà. Donc, dans les 2 ou 3 slides qui sont là et qui sont intégrés dans la présentation, moi, j'ai juste fait un retour en arrière sur ce qui s'est passé depuis 2021, mais on ne va pas balayer chacune des échéances. Donc, la loi sécurité globale d'un côté et puis de l'autre, la préparation des Jeux olympiques. On va dire que 2021-2022, donc c'est là qu'on a pris, d'un point de vue opérationnel, aussi bien dans les entreprises de sécurité que les organismes de formation, plein fouet les côtés très, très opérationnels qui sont venus mettre en tension finalement les entrées en formation pour ce qui nous concerne, notamment le justificatif de domicile, les principes de la République, la notion de connaissance de la langue française. Donc tout ça, je ne le remets pas en cause, hein, loin de là, au contraire. Mais effectivement, les années 2021-2022, elles ont été très focus là-dessus. En parallèle, donc, le CQP PSGE se préparait. On va dire que l'année 2023, elle a plus été consacrée d'un point de vue des opérations à la préparation des Jeux olympiques, puisque le CQP avait vu le jour et qu'il a commencé à se déployer. Pendant ce temps-là, nous avons continué à œuvrer avec les parties prenantes sur la préparation du décret. Et puis là, tout début 2024, enfin il y a quelques semaines maintenant, le décret il est paru. On continue à préparer les Jeux olympiques et on a encore quelques textes qui vont être préparés avec le concours de la DLPAJ, du CNAPS, à savoir les 3 arrêtés qui vont finalement définir les modalités pratiques d'application de tous les grands dispositifs, de tous les grands principes qui ont été posés dans l'ordonnance et dans le décret. Voilà. Et tout ça, ça nous mène fin 2024, début 2025 pour l'application, sachant qu'effectivement, on a démarré tout ça en 2021. Voilà. Donc, ça nous mobilise beaucoup, ça vous mobilise beaucoup, mais on tient le cap. Hein, c'était juste ce rappel qui me semblait important de faire et de vous remercier toutes et tous en tout cas. Merci Corinne pour ce rappel un peu chronologique de comment nous sommes arrivés là. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en donnant la parole à Monsieur Éric Ferry, que je remercie encore de sa présence, sur la partie décryptage du décret du 4 avril 2024. Monsieur Ferry, nous vous écoutons avec attention. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous donner collectivement à la DLPAJ l'opportunité de participer à cet échange et à cette présentation. On en est très heureux parce que effectivement, on a beaucoup travaillé sur ce texte et c'est important que ce soit bien clair et que tout le monde en comprenne bien les subtilités. Donc, je suis alors je suis aussi connecté avec un téléphone comme le CNAPS parce qu'effectivement, c'est plus simple. Donc, je suis avec Camille Goyer, Fabien Garret, Mathilde Millet et Arnaud Etterlen, qui sont les collaborateurs de la DLPAJ qui ont beaucoup travaillé sur ce projet de décret. Et que je remercie d'ailleurs parce que c'est un gros travail de
rédaction, un gros travail de concertation avec beaucoup d'acteurs dans la sphère publique, mais également avec la profession. Et je tiens à remercier vos représentants, M. Drifort et Mme Pruvot, pour tous les échanges qu'on a pu avoir. On est allé aussi présenter le texte devant la CPNEFP, on a visité des centres de formation. Alors, vous pouvez trouver que ça a pris un peu plus de temps que prévu. C'est vrai que l'ordonnance, elle date du 16 mai et le décret est seulement paru le 4 avril. Alors, les concertations ont duré un peu plus de temps que prévu, mais c'est aussi la garantie d'avoir un bon texte parce que les concertations ont donné lieu à beaucoup d'enrichissements, beaucoup de modifications qui permettent de faire de ce texte quelque chose de vraiment applicable et qui est conforme à la fois à vos attentes et aux nôtres. On a eu ensuite l'aléa du changement de Premier ministre qui nous a fait perdre quasiment un mois, début janvier. Voilà, donc du coup, le texte est arrivé. Alors bon, on est quand même il est sorti presque un an avant l'entrée en vigueur. Donc du coup, ça laisse quand même le temps ensuite de s'organiser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les principales nouveautés du décret et les conditions d'entrée en vigueur. Et pour conclure cette introduction, ce que je voulais vraiment insister, la chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'on a vraiment voulu ne pas faire une usine à gaz, ne pas multiplier les régimes, mais en même temps faire quelque chose qui permette de renforcer le niveau des formations et donc ensuite de renforcer la qualité de la profession sur le terrain. Et c'est vraiment les axes qui nous ont guidés dans les travaux que l'on a conduits depuis en effet plus d'un an, puisque les travaux sur l'ordonnance avaient démarré il y a plus d'un an, et donc dans les travaux de ce décret. Alors, je vais faire, j'avais transmis le plan à M. Drifort. Donc, on va d'abord parler des obligations des prestataires et des certificateurs, ensuite des nouvelles conditions d'exercice, puis de la certification du centre de formation. Je sais que c'est un point qui est assez crucial. Ensuite, des examens, de l'application du code de déontologie, des autres mesures de l'article 2 du décret, et enfin, on terminera par l'entrée en vigueur. Alors, les obligations des prestataires et des certificateurs. Donc, ça, c'est ce qui est indiqué tout au début du décret. Et donc, on a une difficulté, et le CNAPS on va dire, victime, c'est la nécessité de déclarer les sessions d'examen. Donc là, on vous demande, à compter de l'entrée en vigueur du décret, de déclarer chaque session au moins 15 jours avant, en indiquant la nature. Alors, la nature, c'est est-ce que c'est de la formation continue ou est-ce que c'est de la formation initiale, et puis quelle spécialité est concernée, le calendrier, le nombre de stagiaires, l'identité des stagiaires, les modalités d'enseignement, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des choses en distanciel ou est-ce que tout sera en présentiel, et les lieux où c'est dispensé. Alors, toutes ces données, notamment l'identité des stagiaires, auront vocation ensuite à donner lieu à des contrôles de cohérence dans le futur système d'information du CNAPS pour pouvoir vérifier qu'on pourra suivre du coup le parcours d'un jeune, d'une personne entrée en formation pour avoir, il a effectivement été déclaré par le centre de formation de telle ville et donc il a suivi le parcours à tel endroit, la formation à tel endroit, et ensuite il a eu sa carte professionnelle. Ça évitera notamment certaines dérives qui peuvent avoir eu lieu. L'information de tout changement au plus tard 48 heures avant que le changement prenne effet, pareil, pour permettre au CNAPS d'être réactif en cas de contrôle. Et les conditions matérielles et pédagogiques de l'organisation des formations vont être définies par un arrêté. Donc, c'est un des textes sur lesquels nous avons commencé à travailler. Notre objectif est d'arriver à publier ce texte avant l'été, afin que le panorama réglementaire… Le son, il n'est pas ouvert, il n'est pas… Allô ? L'objectif est de publier le texte avant l'été, afin que le panorama réglementaire soit complet. Voilà, que vraiment on ait tout sur cette partie-là, qu'on ait tout. Sur la formation continue, il y a un article, mais en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est la reprise d'un article qui existait déjà. En fait, oui, pour plus de lisibilité, on a complètement réécrit le titre relatif à la formation, comme on l'avait fait pour l'ordonnance. Mais du coup, il y a des choses qui étaient déjà présentes dans la réglementation, enfin, qui sont déjà présentes dans la réglementation aujourd'hui en vigueur, qu'on a laissées, mais dont on a modifié l'emplacement pour davantage de cohérence.
Le texte, s'agissant des obligations, vient aussi créer des obligations pour les certificateurs qui sont de plusieurs ordres. D'abord, le certificateur doit faire un contrôle sur place avant d'habiliter le centre de formation. Ensuite, il doit faire un contrôle sur pièce au moins une fois par an et un contrôle sur place tous les 3 ans. Ça permet de mieux encadrer du coup la façon dont les centres de formation s'approprient et mettent en œuvre les formations pour lesquelles ils ont été habilités. Ces contrôles, ils porteront sur 2 choses. Ils porteront sur le respect de l'arrêté certification dont on a parlé avant, c'est-à-dire le respect des conditions matérielles et pédagogiques, et ils porteront également sur la régularité de l'organisation des examens. Ensuite, on vient mettre en place un système de communication à plusieurs niveaux entre les certificateurs, le CNAPS et France Compétences. C'est-à-dire que lorsque le certificateur se rendra dans un centre de formation et constatera un manquement, il a l'obligation d'en informer le CNAPS. Et le CNAPS, lui, lorsqu'il constatera un manquement à l'occasion de ses propres contrôles, il en informera le ou les certificateurs concernés. On a prévu, alors c'est un peu complexe en termes de rédaction, mais on a prévu que lorsqu'un manque, par exemple, il y a un manquement qui concerne l'ensemble des formations dispensées par un centre de formation, eh bien le CNAPS va en informer tous les certificateurs qui ont habilité ce centre de formation à donner des formations. Et le ou les certificateurs doivent, après le signalement du CNAPS, mettre en œuvre un contrôle dans les 3 mois pour vérifier que les correctifs ont bien été appliqués. Le certificateur, alors là où c'est la grande nouveauté, c'est que le certificateur, s'il ne joue pas son rôle, il peut faire l'objet de sanctions. Alors c'est l'ensemble des sanctions à l'exception de l'interdiction temporaire d'exercice, mais sinon il peut y avoir un blâme, un avertissement, une sanction financière, une pénalité financière, et c'est indiqué expressément dans le décret à la demande des professionnels. Je ne sais plus si c'était l'UFACS ou d'autres qui avaient demandé ça, mais les sanctions pourront faire l'objet d'une publicité, comme c'est le cas aujourd'hui pour les sanctions pour les entreprises de sécurité privée. Et le CNAPS informera France Compétences de toutes les difficultés rencontrées avec les certificateurs. Voilà, et c'est là où c'est important parce que derrière, France Compétences, c'est l'autorité qui va renouveler la certification, et donc au moment du renouvellement de la certification, France Compétences aura connaissance des éventuels manquements commis par le certificateur, et sans faire de dessin, ça pourrait éventuellement donner lieu à un refus de renouvellement de certification par France Compétences. Donc voilà sur la partie obligation. Ensuite, les nouvelles conditions d'exercice. Donc les nouvelles conditions d'exercice, c'est le triptyque autorisation d'exercice, agrément dirigeant et carte professionnelle. On a construit un système qui est l'équivalent du système qui existe aujourd'hui pour les entreprises de sécurité privée. Donc l'autorisation d'exercice, elle est calquée sur ce qui existe pour les entreprises de sécurité privée. Les centres ont l'obligation de la transmettre au certificateur. Alors une petite particularité, donc l'autorisation d'exercice, elle sera désormais pérenne, c'est-à-dire qu'une fois obtenue, elle aura vocation à durer toute la durée de la vie de l'entreprise, comme c'est le cas pour toute la durée de la vie du centre de formation, comme c'est le cas pour l'ensemble des entreprises de sécurité privée. Alors, pourquoi ce changement? Parce que auparavant, comme il n'y avait pas d'agrément dirigeant, en fait, cette autorisation d'exercice bornée dans le temps permettait de faire une sorte de clause de revoyure avec le centre de formation. Maintenant, comme il y aura l'agrément, l'autorisation d'exercice sera pérenne. Alors, la petite subtilité, c'est que les autorisations actuelles qui existent, qui sont bornées à 5 ans, elles continuent d'exister jusqu'à leur terme. Une fois qu'elles arrivent à leur terme, il faudra faire la demande d'une autorisation pérenne. Pour prendre un exemple concret, je suis un centre de formation, j'ai une autorisation d'exercice que le CNAPS m'a délivrée le 1er janvier 2021. Cette autorisation d'exercice arrive à son terme le 1er janvier 2026. Eh bien, cela veut dire que fin 2025, je devrais faire la demande au CNAPS de l'autorisation pérenne. Ça, c'est indiqué dans les dispositions transitoires à la fin.
Voilà. Et après, les pièces qui sont demandées pour l'autorisation d'exercice sont les mêmes que celles qui sont demandées pour l'autorisation d'exercice des entreprises de sécurité privée, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un régime juridique différent et ça simplifie le travail à la fois pour vous, alors parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous dirigent à la fois des entreprises de sécurité privée et des centres de formation, donc les démarches seront les mêmes, et ça simplifie aussi le travail des instructeurs du CNAPS qui du coup contrôleront les autorisations d'exercice sur les mêmes bases. Ensuite, il y a l'agrément dirigeant. Donc, l'agrément dirigeant, il est calqué sur l'agrément dirigeant des entreprises de sécurité privée et il est tellement calqué que l'aptitude professionnelle est la même. Alors, cette aptitude professionnelle sera probablement revue prochainement. On n'a pas encore d'éléments à vous communiquer, mais en fait, on a souhaité que ce soit la même aptitude professionnelle pour éviter qu'un dirigeant qui dirige à la fois une entreprise de sécurité privée et un centre de formation ait à avoir deux aptitudes professionnelles différentes, ce qui aurait été quand même un peu lourd. Donc, les pièces demandées pour l'agrément dirigeant sont les mêmes que celles demandées pour l'agrément dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Cet agrément aura une durée de 5 ans, comme pour l'agrément des entreprises de sécurité privée. Alors, un certain nombre d'entre vous sont déjà dirigeants d'entreprises de formation depuis un certain nombre d'années. Donc, il est bien évident qu'on ne va pas demander à quelqu'un qui a 30 ans d'expérience en direction de centre de formation de passer une aptitude professionnelle. Donc, on a prévu un mécanisme d'équivalence pour cette aptitude professionnelle. La condition pour en obtenir, c'est d'avoir dirigé un centre de formation durant 2 ans pendant les 5 années qui précèdent la réforme. Donc, concrètement, ça nous mène du premier… Alors, je retrouve juste la date. Non, je la retrouve. En fait, c'est entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2025. Donc, c'est les 5 années qui précèdent la réforme. Pour bénéficier de l'aptitude, de l'équivalence pour l'aptitude professionnelle, il faut donc avoir dirigé un centre pendant 2 ans. Cette condition, elle est similaire avec celle qui avait été mise en œuvre lors de la création de l'agrément dirigeant pour les entreprises de sécurité privée. Donc là également, on n'a pas inventé l'eau chaude, on a repris un dispositif qui avait marché, qui avait fait ses preuves lors de la création de cet agrément dirigeant. Ensuite, le troisième élément pour ces conditions d'exercice, c'est la carte de formateur. Alors la carte de formateur, on l'a également calquée sur la carte professionnelle d'agent privé de sécurité, avec une grosse différence substantielle, c'est qu'il n'y a pas d'aptitude professionnelle. C'est-à-dire que pour les formateurs, on ne va regarder que la moralité des formateurs. La formule, elle est très simple et très souple, vu que c'est un seul contrôle de moralité. Il y a envoyé au CNAPS un certain nombre de pièces qui sont quand même assez limitées, notamment carte d'identité, et le CNAPS, dans la majorité des cas, renverra la carte professionnelle très rapidement, sauf évidemment lorsque les personnes auront une difficulté de moralité. Donc, ce que je veux dire là, c'est que les cartes professionnelles, vraiment, l'objectif, c'était de ne pas compliquer trop les choses. Une démarche qui est très simple pour les formateurs et qui vous protège aussi parce que ce contrôle de moralité, alors peut-être ça va vous embêter parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'auront pas leur carte professionnelle, mais si elles ne l'ont pas, c'est parce que derrière, il y a des soucis en termes de moralité. Donc, ça vous permettra aussi à vous d'avoir une certitude, enfin une assurance, on va dire, que les personnes que vous employez n'ont pas de difficultés en termes de moralité, de difficultés telles qu'elles ne leur permettraient pas d'avoir une carte d'agent privé de sécurité, puisque la mise en œuvre de cette carte de formateur est liée au fait que on sait qu'un certain nombre de personnes qui ne pourraient pas être agents privés de sécurité sont formateurs, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas de contrôle de moralité en termes de formation. Alors, il y a un certain nombre d'exemptions pour la carte de formateur qui sont prévues, que vous pourrez trouver limitatives, mais qui ont eu pour but d'être claires et de ne pas créer de doute, ni pour vous, ni pour les contrôleurs du CNAPS. Donc, les exemptions, c'est les fonctionnaires titulaires, les militaires d'active. Donc, militaires d'active, ça veut dire pas les réservistes et pas les retraités. Les magistrats de l'ordre judiciaire, ça c'est une petite subtilité parce qu'ils ne sont pas considérés comme fonctionnaires, et les formateurs en sûreté aéroportuaire.
Pourquoi les formateurs en sûreté aéroportuaire? Parce que ces gens-là font déjà l'objet d'un criblage chaque année. Donc, il aurait été superfétatoire de leur demander d'être en plus criblés tous les 5 ans pour la carte de formateur. Donc, lorsque vous avez un formateur qui appartient à l'une de ces catégories, vous n'avez pas besoin de lui demander d'avoir une carte professionnelle. Et le CNAPS, lorsqu'il viendra faire un contrôle, on lui dira, ben voilà, parmi les formateurs, il y a Monsieur Martin. Monsieur Martin, il est commissaire de police, ou Monsieur Martin, il est magistrat judiciaire, ou Monsieur Martin, il est formateur en sûreté aéroportuaire. Donc, je peux le prouver, et donc je n'avais pas besoin de demander la carte de formateur pour Monsieur Martin. Il y avait eu quelques personnes qui avaient proposé qu'on exonère de carte de formateur les formateurs qui viennent pour un nombre d'heures limité. Par exemple, je viens pour seulement 3 heures dans l'année parce que je viens remplacer quelqu'un. En fait, ça aurait été trop compliqué et ça aurait été, voilà, sur le terrain, ça aurait été trop compliqué d'avoir. Enfin, évidemment, il y a des gens qui auraient dit, mais moi, c'est la première fois que je viens, ce qui aurait peut-être pas été vrai. Et du coup, ça aurait généré une sorte de zone grise qui aurait pu vous mettre, vous, dans l'embarras et qui aurait pu mettre aussi les contrôleurs du CNAPS en situation un peu complexe. Donc là, on a souhaité établir des règles claires. Donc la règle, c'est si je n'appartiens pas à une de ces 4 catégories, fonctionnaire, militaire, magistrat, formateur en sûreté aéroportuaire, je dois avoir une carte de formateur. Et la carte de formateur, je peux la demander de manière très simple et très souple vis-à-vis du CNAPS. Donc voilà, ça c'est la partie sur les conditions d'exercice. Alors, j'en viens ensuite à la certification du centre de formation, qui est un sujet qui, je sais, vous occupe et vous préoccupe beaucoup à juste titre. Alors, jusqu'à l'intervention du décret, c'est-à-dire jusqu'au 5 avril ou 6 avril dernier, il y avait besoin de 2 certificats. Vis-à-vis de nous, vous aviez besoin de la certification liée à l'arrêté de 2016, qu'on va appeler entre nous certification COFRAC. Et par ailleurs, si vous souhaitiez avoir des financements publics, vous aviez besoin de la certification Calliope. Alors, je pense que la totalité ou la quasi-totalité des centres de formation ont la certification Calliope, parce que sans financement public, voilà, l'équilibre économique de la structure doit être un peu différent. Et par ailleurs, donc, il y avait effectivement ce besoin d'une certification COFRAC. La difficulté qui n'a pas manqué d'être pointée, alors la certification COFRAC, elle est antérieure à Calliope. La difficulté, c'est qu'il y a quand même une sorte de redondance. Il y a, dans les critères qui sont contrôlés, il y a une forme de lourdeur de la démarche COFRAC. Et puis finalement, en fait, on se concentrait sur des choses qui étaient sur l'organisation formelle de la formation, sans regarder le fond et sans regarder comment les personnes étaient formées. Donc, la réforme vise à supprimer la certification COFRAC. Depuis le 6 avril, vous n'avez besoin que d'une de ces 2 certifications. C'est-à-dire que quelqu'un qui a uniquement la certification Calliope est en règle vis-à-vis des dispositions du décret. Alors, c'est un petit peu sioux en termes de rédaction légistique et on s'en excuse, mais en fait, vous trouvez ça au 6 bulles de l'article 2. L'article 2 qui est un article qui est rentré en vigueur immédiatement au 7 bulles, non, 7 avril. Alors, c'est bien le 6 bulles, donc c'est indiqué, après le mot « ou » sont insérés les mots « la certification prévue à l'article L6316-1 du Code du travail ou ». Et cette certification 6316-1 du Code du travail, c'est le mot savant pour désigner la certification Calliope. Donc, cela veut dire que lorsque le CNAPS va faire un contrôle, depuis le 7 avril, quand le CNAPS va faire un contrôle, la seule détention de la certification Calliope est suffisante. Mais on a prévu, en fait, on a besoin de l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il faut avoir soit la certification Calliope, soit, pour ceux qui n'auraient pas encore la certification Calliope, la certification COFRAC. À compter du 1er mars 2025, et la date, on y viendra après, d'entrée en vigueur des textes, à compter de cette date, vous n'aurez
uniquement besoin que de la certification Calliope, mais cette certification sera obligatoire. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aurait pas la certification Calliope sera en infraction par rapport à la réglementation. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne doute pas que je pense qu'il y a peu de centres qui n'ont pas la certification Calliope, mais Calliope sera nécessaire pour deux choses. D'une part, pour avoir les financements publics, d'autre part, pour être en conformité avec le code de la sécurité intérieure. Donc voilà, on a beaucoup échangé sur ce sujet-là avec vos représentants et avec d'autres acteurs de la sécurité privée. La demande, c'était que le caractère obligatoire de la certification COFRAC puisse être, entre guillemets, débranché dès l'entrée en vigueur du décret, ce qui a été fait. Donc voilà sur la partie certification du centre de formation. J'en viens maintenant au 4e point qui sont les examens. Alors, sur les examens, il y a d'abord les examens, on va dire les examens classiques et l'examen organisé par l'administration. Alors, l'examen classique, on a mis en place, c'est les examens que vous organisez vous, sur la base des prescriptions de vos certificateurs. Donc, les examens, donc il y a un renforcement des obligations déclaratives, puisqu'il faudra déclarer 15 jours avant l'examen et il faudra déclarer le nombre de candidats et leur identité. Idem, c'est quelque chose qui ensuite permettra de faire des recoupements pour vérifier que telle personne a bien, à qui le CNAPS va délivrer sa carte professionnelle, a bien passé l'examen à telle date dans tel centre de formation. Nous avons mis que l'examen, il est mis dans le décret que l'examen doit contenir une épreuve théorique et une épreuve pratique. Alors, ce sont des dispositions qui étaient auparavant dans l'arrêté certification, qui sont d'ailleurs toujours dans l'arrêté certification et que l'on a remonté dans le décret. Donc voilà, ça c'est on va dire les points qu'on peut indiquer pour les examens que vous organisez vous. Ensuite, il y a l'examen organisé par l'administration. Donc, la rédaction et celle du décret, et de même que celle de l'ordonnance, est une rédaction assez souple et assez large qui fait qu'elle peut s'appliquer à toute spécialité. Alors, évidemment, on est bien dans l'idée de mettre en œuvre cela pour surveillance humaine et gardiennage. Que ce soit clair, c'est la volonté de l'administration qui est partagée par l'ensemble des acteurs. Ceci étant, la rédaction que nous avons retenue permettra ou permettrait, je ne sais pas, dans quelques années, mettons par exemple que la formation pour les transporteurs de fonds se dise « Ah bah oui, ça serait bien que nous aussi, on ait cet examen organisé par l'administration parce que ça renforcerait notre crédibilité, notre visibilité, enfin voilà. » Eh bien, sans modifier le décret et sans modifier l'ordonnance, ça sera possible de le faire juste par un arrêté. Voilà. Donc, on a une formule qui est juridiquement assez souple. Et pour ce qui est de surveillance humaine et gardiennage, l'examen, la mise en œuvre de l'examen nécessitera un arrêté. Ce qui fait que tant que cet arrêté n'est pas paru, l'examen n'est pas mis en œuvre et il y aura une concertation qui sera organisée, évidemment, avant la mise en œuvre de cet arrêté. Alors, sur la partie des échanges, les échanges entre le CNAPS et les centres de formation, c'est l'article 625-38. Donc, pour ceux qui sont passionnés par la légistique, nous avons recopié le fonctionnement pour le permis de conduire, pour l'épreuve théorique générale du permis de conduire, puisque c'est vraiment de cette épreuve-là qu'on s'inspire pour l'organisation de l'épreuve théorique de surveillance humaine et gardiennage. Donc, ceux qui ont passé, qui ont des connaissances, qui ont passé le permis, le code de la route récemment, peuvent voir à quoi cela correspond. C'est la partie sur les échanges entre qu'est-ce qui doit être transmis au CNAPS. Enfin, évidemment, c'est des échanges informatisés puisque tout sera automatisé. La déclaration de la date d'examen doit être faite au moins 35 jours avant la date de la session. Alors, vous allez peut-être me dire que 35 jours, ça fait beaucoup, mais en même temps, 35 jours, c'est la durée de la formation surveillance humaine et gardiennage. C'est-à-dire que vous devez déclarer, par exemple, on a une formation qui démarre un lundi. Dans certains cas, l'examen a lieu le sixième lundi, 5e lundi qui suit. Et donc, ça veut dire que le jour du début de la formation, vous déclarez la session. Pourquoi on a mis ce délai de 35 jours? C'est pour une raison toute simple d'organisation. C'est qu'en fait,
vous vous souvenez que dans l'ordonnance, on a prévu que les contrôles des examens organisés par l'administration pourraient être réalisés non seulement par les contrôleurs du CNAPS, mais également par des réservistes de la police et de la gendarmerie nationale. Et ces réservistes, en fait, alors ce sont des gens qui ont un autre travail à côté et ils ont une obligation de déclaration, de leur vacation en gendarmerie un mois avant. Et donc, c'est pour permettre d'organiser correctement les venues des officiers, enfin des réservistes de la police et de la gendarmerie. Alors, le manquement à cette obligation déclarative, parce qu'aujourd'hui, on a une difficulté, c'est que toutes les sessions d'examen ne sont pas nécessairement déclarées. Ce qui fait que ça obère la possibilité pour le CNAPS de venir faire des contrôles. Là, le manquement à l'obligation déclarative, il y aura une possibilité de sanction par le CNAPS. C'est que le directeur du CNAPS pourra ne pas organiser les épreuves à la date sollicitée. Alors, on l'a mis en pourra, c'est-à-dire que, bien évidemment, on est conscient qu'il peut y avoir des cas de force majeure où voilà, la personne qui devait faire la déclaration a été hospitalisée, où il y a eu un grave aléa climatique. Enfin, voilà, il peut y avoir des cas dans lesquels, évidemment, il y aura une compréhension, une tolérance. Par contre, le centre qui systématiquement ne respecte pas l'obligation déclarative, eh bien, la conséquence, ça pourrait être que la session d'examen ne sera pas organisée à la date souhaitée. Et donc là, ça sera quand même assez embêtant, pour le dire clairement, pour le centre de formation, à la fois pour lui-même et pour la relation qu'il aura vis-à-vis de ses stagiaires, et ça pourra compliquer l'organisation. Donc c'est pour ça, on insistera beaucoup lorsque ça sera mis en œuvre, on insistera beaucoup sur le fait qu'il faudra déclarer dans les temps impartis. Alors, il y a un petit article qui ne vous aura sans doute pas échappé, qui est le 625-41 sur le montant des frais pour l'organisation de l'examen, qui fera l'objet d'un arrêté ministre de l'économie et ministre de l'Intérieur en fonction des coûts de l'organisation et du coût du contrôle des épreuves concernées. Là, pour l'instant, on est trop tôt et on sera incapable, ni le CNAPS, ni nous ici, DLPAJ, de donner des indications quant au coût. Mais l'objectif n'est pas de faire du bénéfice sur l'examen, vous l'aurez compris. L'objectif, c'est juste de faire en sorte que le prix que vous paierez permette à la fois de prendre en charge le fonctionnement du système d'information et de rémunérer les vacations des réservistes, puisque en fait, lorsque les réservistes iront contrôler les centres de formation, derrière, il y aura une refacturation par la police ou par la gendarmerie nationale au CNAPS des vacations effectuées. Le 4 bulles de l'article 2 prévoit l'obligation de transmettre l'attestation de réussite à l'épreuve théorique pour avoir la carte pro. Alors, il y a bien évidemment en légistique un petit mot qu'on aime beaucoup, c'est le cas échéant. C'est-à-dire que ça ne concerne évidemment que les personnes qui auront passé cette épreuve organisée par l'administration. Donc ça, je dirais que ça sera plus dans un premier temps. Après, l'idée, ce serait d'avoir une automatisation du versement de cette attestation de réussite dans le dossier du formé, enfin du stagiaire, pour éviter de demander au stagiaire de transmettre l'attestation de réussite. Mais l'idée, c'est que le CNAPS, lorsqu'il va délivrer l'attestation lorsqu'il va délivrer la carte professionnelle, qu'il puisse voir en direct que pour les agents de surveillance humaine et gardiennage, ils ont bien passé et réussi l'épreuve organisée par l'administration. Donc, pour l'instant, rien n'est mis en place, c'est-à-dire que, pour être clair, on n'y est pas encore. Il faudra un arrêté. Il y aura des concertations ultérieures, mais très honnêtement, je pense qu'on est plutôt sur l'année 2026 pour la mise en œuvre de cet examen organisé par l'administration, parce que
Vous le savez, le CNAPS a d'autres défis informatiques en ce moment, qui sont notamment la refonte de son système d'information. Et donc, la mise en œuvre de cette épreuve organisée par l'administration, ça prend quand même un certain nombre de temps. Il faut faire les choses proprement, correctement, en veillant à la sécurité des données qui sont transmises. Donc, voilà. Donc, du coup, il n'y a pas d'urgence, pas de panique à avoir sur ce sujet de l'examen. Et encore une fois, bien évidemment, il fera l'objet d'une concertation avec vos représentants et avec la profession. Alors, 5e point, l'application du code de déontologie au centre de formation. Alors, ça, voilà, ça c'est typiquement si je puis dire, l'apport de la concertation, puisque on peut confesser que c'est une chose auquel on n'avait pas nécessairement pensé, et c'était une demande de la profession d'avoir la mise en œuvre de ce code de déontologie. Alors, la façon dont était rédigé le CSI était un peu ambiguë, c'est-à-dire que parfois on faisait référence à la formation, parfois on n'y faisait pas référence, donc on a, alors ça aussi c'est un article, alors je vous conseille de regarder plutôt la version consolidée du code de déontologie plutôt que l'article 3, parce que c'est quand même assez difficilement lisible. Mais voilà, l'idée c'était faire en sorte que ce soit bien clair, le code de déontologie a vocation à s'appliquer à l'ensemble des centres de formation. Et donc, ça nous a conduit notamment à modifier le mot entreprise par personne morale, puisque on a des centres de formation qui sont organisés sous forme associative, notamment dans ce qui concerne le titre 2, c'est-à-dire les agents de recherche privés. Donc, on a fait un travail assez, si je puis dire, chirurgical sur le sujet, et on a prévu donc que certaines obligations du code de déontologie ne sont pas applicables au centre de formation. Donc, c'est le nouvel article R631-33. Et donc, ces dispositions non applicables, c'est l'interdiction de toute violence. Alors, on ne peut pas dire qu'il faut être violent dans les centres de formation, mais l'interdiction de toute violence est comprise vis-à-vis des usagers ou des personnes avec lesquelles les agents privés de sécurité rentrent en relation. Des dispositions relatives aux acteurs de la sécurité privée armée, des dispositions relatives aux consignes et au contrôle, à la nature des activités proposées, à la capacité à assurer les prestations, aux modalités de recours à la sous-traitance et au port de la tenue. Voilà, il y a un certain nombre ça fait 7 articles ou parties d'articles du code de déontologie qui ne sont pas applicables aux centres de formation. Et pour le reste, donc le code de déontologie vous est pleinement applicable et donc devient vraiment un code de déontologie commun aux entreprises de sécurité privée et aux centres de formation en sécurité privée. Ensuite, je vais passer rapidement sur c'est un article un peu complexe, c'est l'article 2 du décret. Pour ceux qui en ont fait l'exégèse, c'est aussi un peu particulier et un peu difficile de s'y retrouver. Donc, nous avons réécrit 2 articles puisque la rédaction était peu claire, mais c'est pas pour les sujets de formation. En fait, le seul sujet qui va éventuellement vous concerner, c'est la discipline, puisqu'on a légèrement, à la demande du CNAPS et du président de la commission de discipline, on a légèrement modifié la façon dont se passe la procédure disciplinaire, notamment en supprimant le fait que le directeur indique aux personnes là où les sanctions qu'il envisage de prendre ou de proposer à la commission de discipline, parce que derrière, il pouvait y avoir des difficultés en termes de contentieux, notamment lorsque la sanction finalement prise par la commission de discipline était plus forte que celle qui avait été proposée. Dernier sujet, et puis du coup on passera la parole, je pense, au CNAPS, c'est sur l'entrée en vigueur de la réforme et la phase transitoire à compter du 1er septembre 2024. Donc, nous avions pris dès le début un engagement d'enjamber les Jeux Olympiques, parce que vous et nous d'ailleurs sommes bien occupés par ce sujet. Donc cet engagement, évidemment, on l'a tenu. Donc la phase comment dire,
transitoire va démarrer le 1er septembre 2024. C'est la phase où le CNAPS va, entre guillemets, ouvrir son guichet pour les cartes de formateurs, les agréments dirigeants et, le cas échéant, pour les autorisations d'exercice qui arriveraient à terme à partir du 1er septembre 2024, et bien là, ça sera l'occasion d'obtenir l'autorisation pérenne. Alors, ce délai de 6 mois, ça vous laisse à tous le délai pour obtenir les documents. Et un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'à l'issue de cette période de 6 mois, c'est-à-dire le 1er mars 2025, en cas de contrôle du CNAPS, l'absence de carte de formateur ou d'agrément dirigeant constituera un manquement et donc pourra faire l'objet de sanctions. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. C'est à partir du 1er septembre, vous avez 6 mois pour demander les différents documents, carte de formateur et agrément dirigeant. À partir du 1er mars, la période transitoire est terminée et la réglementation s'applique. Et donc, vous avez un article à la fin du décret qui est un petit peu complexe, qui est l'article 9, l'article 12 sur l'entrée en vigueur. Donc, à la fois le PAC, ordonnance et décret entre en vigueur au 1er mars 2025. Donc, 1er mars 2025, c'est l'obligation de carte professionnelle et d'agrément dirigeant. Et je le rappelle, sur le sujet de l'examen, là, c'est pas concerné par ce sont pas ces textes-là qui conditionnent l'entrée en vigueur de l'examen. L'entrée en vigueur de l'examen, lui, la date fera l'objet d'un arrêté ad hoc qui déterminera concrètement les modalités d'entrée en vigueur. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tour. J'ai tenu le temps puisqu'on est un peu en avance. Donc voilà, j'ai fait le tour de la présentation que je souhaitais vous faire. Et donc après, on sera à votre disposition avec mes collaborateurs ici présents pour répondre à vos questions. Si toutefois nous n'avions pas la réponse en direct, ce qui peut arriver puisque ce sont des sujets quand même assez complexes et plutôt que de donner une réponse erronée, il vaut peut-être mieux qu'on regarde avant de vous répondre. Dans ce cas-là, on transmettra la réponse à M. Drifort et à Mme Pruvot qui pourront vous la circulariser. Et donc, l'objectif, c'est que vous ayez la réponse claire et les idées claires sur cette réforme à laquelle on croit beaucoup et à laquelle on est très heureux du résultat abouti, au moins en termes de légistique. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Ferry, merci et bravo pour Olivier n'a même pas eu besoin de jouer le rôle de timekeeper. Donc, chapeau. Par rapport aux questions là, qui se déroulent effectivement dans le chat, donc avec François et Olivier, nous les regroupons par thématique, donc pour pouvoir les poser là sur la fin du webinaire. Donc, il y a une thématique carte pro formateur, il y a une thématique agrément, il y a une thématique certification Calliope, il y a une thématique examen pour l'instant, une petite thématique ouverte mais qui ne sera pas forcément documentée aujourd'hui. Il y a quelques questions qui concernent le fonctionnement de l'ADEF en tant que certificateur, mais voilà. Et puis, donc, il y a pas mal de questions, je les ai notées et je m'en doutais un petit peu, donc nous y reviendrons. Je m'en doutais par rapport à la présence de Nathalie Champion notamment, donc concernant la façon dont tout ça est appliqué dans les organismes de formation en fait, qui relèvent du public. Donc, je pense qu'il faut qu'on y reviendra, mais on y reviendra peut-être à la fin. Et en tout cas, nous enregistrons bien toutes vos questions. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci Corinne, merci Monsieur Ferry pour ces explications. Donc, on va continuer sur ce décryptage de ce décret et en donnant la parole à Monsieur le préfet directeur du CNAPS, Monsieur Clavière et Monsieur Bess, le directeur des opérations du CNAPS. Merci, Monsieur Drifort, Madame Pruvot. Vous m'entendez bien, pour être sûr? Ouais, c'est bon. Bien. Bon, c'est bon. Parfait. Le téléphone nous a sauvés, nous aussi. Bon, je vais être, moi, assez rapide parce que Monsieur Ferry a été très clair et très exhaustif dans la présentation de son décret. Bon, vous avez bien compris qu'en fait, il y a un premier bloc de prescription, en quelque sorte.
qui commence au 1er septembre. Donc, c'est là-dessus que nous allons travailler assez rapidement, en parallèle de ce que nous faisons pour les JO, qui nous prend beaucoup de temps, comme vous le savez. Mais nous allons nous préparer ça en nous mettant en quelque sorte à l'état de l'art sur les 3 aspects donc, qui feront l'objet d'une application possible, hein, puisque vous avez bien compris que c'est à partir du 1er mars 2025 qu'en réalité, un certain nombre de prescriptions, si elles ne sont pas mises en œuvre par vous, par vos collaborateurs, pourront faire l'objet d'un manquement si elles ne sont pas réalisées. Donc, c'est d'abord l'autorisation d'exercice avec la certification dont on a parlé, certification Calliope, la carte professionnelle des formateurs et l'agrément dirigeant. Alors, pour ces 3 sujets, je pense que ce qui est important pour vous, c'est d'avoir une information claire, d'abord évidemment sur le site du CNAPS, comme on a l'habitude de le faire. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que peut-être pas exagéré, de consulter le site, mais en tout cas, pour pouvoir vous y reporter, on a une présentation assez simple en fonction des catégories, avec des formulaires associés qui recensent les pièces justificatives, et puis un accès au téléservice, puisque c'est ce qui permet quand même d'être le plus simple dans la transmission des données. Donc ça veut dire pour nous plusieurs choses. Ça veut dire mettre à jour les formulaires pour que vous sachiez, encore une fois, quelles pièces justificatives il faut envoyer, etc. Alors, il n'y a pas de surprise dans les pièces, puisque ça a été très bien dit par M. Ferry, tout ça a été calé en réalité pour ce qui concerne l'agrément dirigeant ou la carte professionnelle des formateurs, ça a été calé sur ce qui existe pour les entreprises privées de sécurité. Avec la subtilité que pour les formateurs, il y a simplement un contrôle de la moralité et pas de l'aptitude. Donc, on va mettre à jour ces formulaires. Hein, donc, d'ailleurs, on pourra vous les envoyer, on les enverra à l'UFAX pour vérifier que tout ça est bien à la fois compréhensible, clair et qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, ça, c'est une première chose qu'on peut faire assez rapidement. Deuxièmement, ce qui peut être plus compliqué, on va regarder avec Capgemini là, qui nous maintient notre Drakkar, qui, je l'espère, bientôt s'appellera autrement et qui sera remplacé, comme vous le savez, mais pour l'instant, nous sommes obligés de faire avec une mise à niveau du téléservice qui permettrait, je l'espère, de pouvoir, comme c'est fait pour les cartes professionnelles ou les autorisations préalables ou les agréments Professionnel divers pour et les variés. formateurs. C'est bon? Ouais. Donc, de pouvoir télétransmettre les éléments pour l'instruction des dossiers par les instructeurs du CNAPS. Voilà, donc ça va demander des développements. Donc, c'est là où je ne peux pas être affirmatif totalement. Ça veut dire que si nous ne pouvons pas mettre en place, mais on va tout faire pour, évidemment, si nous ne pouvons pas mettre en place la télétransmission, ben, ça sera du coup une transmission par papier parce que nous ne saurons pas faire autrement. Mais en tout cas, c'est ce que nous allons demander à notre prestataire. Voilà, alors ce qu'on fera aussi, peut-être en termes de présentation, mais ça, on verra ça avec vos représentants, là, si on peut faire justement, on fera une rubrique OF, comme ça, on regroupera tout ça si on peut le faire dans le téléservice, mais en tout état de cause sur le site internet du CNAP pour que vous ayez tout regroupé au sein d'une même rubrique pour que ça soit le plus simple possible. Voilà, deuxième élément, mais qui est plus un élément de conseil. Bon, évidemment, puisque, comme l'a dit M. Ferry, c'est un guichet qui est ouvert à partir du 1er septembre 2024. Bon, il est inutile que tout le monde se précipite le 1er septembre 2024. Après, comme c'est une possibilité, évidemment, si vous avez envie de le faire, vous le faites. Enfin, je veux dire pour les nouvelles obligations sur les cadres professionnels, formateurs, agréments dirigeants. Je dis ça simplement parce que même si les JO seront heureusement terminés, donc nous aurons moins de charges, donc nous pourrons plus faire face. Mais bon, voilà, si jamais on a 1000 cartes professionnelles, enfin demandes de cartes professionnelles de formateurs qui nous arrivent en même temps, on ne les traitera pas dans les 3 jours qui suivent, quoi. Hein, voilà, c'est simplement une précaution que je prends. Donc tout ça peut être régulé, facilité, lissé. Pour nous, il n'y a pas de difficulté, hein, je le redis. Donc c'est bien le 1er mars 2025
date à partir de laquelle, effectivement, les contrôleurs pourront relever des manquements si jamais les formateurs que vous employez n'ont pas leur carte ou si les dirigeants que vous êtes n'ont pas leur agrément. Mais en tout cas, entre le 1er septembre 2024 et mars 2025, il ne se passera rien lorsque les contrôleurs viendront contrôler ces aspects-là. Hein. Je ne reviens pas sur l'attestation, enfin l'autorisation d'exercice pour lesquelles M. Ferry a dit très, très clairement les choses et pour lesquelles, alors évidemment, en parallèle, nous allons mettre à niveau nos propres contrôleurs pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pas de doute, etc. Et si jamais il y en a, comme je le dis, et je sais que ça fonctionne bien entre nous avec UFAX, il faut des remontées d'informations tout de suite, immédiates, si jamais il y a des contrôleurs, ce qui est toujours possible, qui ne seraient pas totalement à la page, même si on va leur faire la formation nécessaire pour qu'il n'y ait pas de sujet. Voilà, je ne sais pas si M. Besse veut ajouter quelque chose pour rendre la parole. Bon. Simplement, à titre de complément, M. Ferry a insisté là-dessus, sur les agréments dirigeants, évidemment que nous préciserons le piège justificatif qui viendront au soutien de ces demandes d'agrément, et notamment pour tenir compte de l'expérience professionnelle pendant 2 ans. Donc, on vous le précisera évidemment dans le formulaire utile qui sera mis à disposition. Mais on va repréciser cela avec la DLPAJ puisque nous allons nous revoir très prochainement. Peut-être juste une question, enfin, ou une réaction là dans le chat par rapport à la temporalité qui a été évoquée, le délai de 6 mois à partir du 1er septembre, le fait de l'ouverture du guichet au CNAPS à partir du 1er septembre. Je vois qu'il y a une question qui dit, mais on peut commencer toutes les démarches avant septembre? Ah bah oui. En préparation, oui. chez Bah, nous. bien sûr, bien sûr. Voilà, Bien hein, sûr. mais Ça, en temps masqué, évidemment, vous pouvez commencer voilà. et adresser. Hein, bien sûr, ça, il n'y a pas de difficulté. Sachant, nous, bon, on va faire au plus vite, hein, mais on ne commencera pas avant septembre, c'est très Voilà, clair. hein, je pense que L'été, nous, vous savez bien que, de toute façon, toute la période, hein, jusqu'à fin juillet, va être consacrée à autre chose. Hein. Donc, comme ce n'est pas une obligation réglementaire jusqu'au 1er septembre et même en réalité jusqu'en mars 2025, on ne le traitera pas de manière prioritaire. Hein. C'est ça que je voulais voilà. dire par mon message. Donc, se préparer chez nous dans nos organismes, oui. Bien sûr. Donc, vous adressez des pièces avant le 1er septembre. Bien sûr. Voilà. Ce ne sera pas traité, enfin, on comprend bien, quoi, hein, pour l'instant. OK, Olivier. Merci, Monsieur le Préfet, Monsieur Besse pour cette intervention. Donc, on va passer sur la phase des questions. On a eu pas mal, et pendant le chat et en amont de la préparation de ce webinaire. Donc, je vais commencer la première question, purement pratico-pratique. On a dit qu'on pourrait, à partir du mois de septembre, commencer les premières démarches pour les nouvelles obligations en mode transitoire. En revanche, quid des nouveaux entrants, nouveaux centres de formation entrants, qui vont demander aujourd'hui une autorisation d'exercer auprès des services du CNAPS, qui du coup doivent fournir soit la certification Calliope, soit la certification COFRAC, ou l'une ou l'autre. Donc, est-ce qu'au niveau des services du CNAPS, un nouveau centre qui va demander son autorisation n'a qu'à fournir sa certification Calliope en cours de validité pour obtenir une autorisation? Et pour ceux qui sont déjà avec l'autorisation quinquennale qui se termine dans les mois à venir, avant la mise en application du décret, même question, est-ce que juste en fournissant la certification Calliope, ils auront un renouvellement automatisé de leur autorisation quinquennale? Alors, la réponse est oui. Voilà. La réponse est oui. C'est effectivement un nouveau centre de formation qui viendrait à se créer demain, envoie au CNAPS soit la certification Calliope, soit la certification COFRAC, et un centre qui verrait son autorisation d'exercice expirer, mettons par exemple le 1er juillet, il envoie que la certification, soit la certification Calliope, soit la certification COFRAC. Ce centre obtiendra une autorisation d'exercice du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029.
et le 1er juillet 2029, il obtiendra une autorisation d'exercice qui sera pérenne. Merci, bah c'est très clair. Est-ce que je fais… Alors, peut-être que ce qu'on peut faire, Olivier, là, on a regroupé par thématique. Donc, si on prend dans l'ordre chronologique de ce qui a été dit, peut-être que François, tu peux voir sur les questions, tout ce qui tourne autour de l'agrément dirigeant. Enfin, Oui, on a beaucoup de questions qui sont centrées sur l'agrément du dirigeant de l'organisme de formation. Donc, on a compris la transposition ou la mise je dirais, à l'équilibre de l'organisme de formation par rapport aux entreprises de sécurité privée. Donc, on est d'accord que l'organisme de formation, aujourd'hui, dans ses démarches, doit délivrer, pour prouver son identité, un extrait CABIS avec le nom du dirigeant euh, présent sur l'extrait CABIS. Est-ce que le dirigeant de l'entreprise, organisme de formation identifié sur le CABIS est le dirigeant qui doit avoir l'agrément dirigeant, ou est-ce que ça peut être délégué dans le cadre de l'organisation et l'organigramme d'un organisme de formation? Est-ce que cet agrément dirigeant peut être porté par une autre personne que celle identifiée sur le CABIS? Et je compléterai la question, et elle va être un peu longue, mais on a beaucoup de réactions sur les structures type CFA, Association de loi 1901, qui pourraient avoir des organisations peut-être un peu différentes des structures privées. Notamment, j'avais également noté des organismes de formation qui sont adossés à des organisations par l'ARS ou autres. Et donc, c'est un petit peu de questions autour de tout ça. Alors, je suis un peu surpris par la question. Enfin, pour moi, le dirigeant, c'est le dirigeant. C'est-à-dire qu'il y a un dirigeant dans une association, c'est le directeur général de l'association. C'est-à-dire c'est celui voilà, qui a les commandes. Alors, je ne sais pas si la question se pose pour la délivrance des agréments pour les entreprises de sécurité privée. Ça peut être le CNAPS pourra nous le dire, mais enfin, pour moi, le dirigeant, c'est le dirigeant. Ok, vous répondez parfaitement à la question. Et tant qu'on est sur cette thématique, sur l'aptitude professionnelle par équivalence, est-ce que c'est dirigeant d'une entreprise de formation en général ou spécifique en sécurité entre mars 2020 et février 2025? Parce que c'est vrai, comme dans la formation, et même on n'a pas de principe d'exclusivité. Donc ça pourrait peut-être poser un problème pour des entreprises qui sont multi-activités, qui viennent seulement de se mettre dans la sécurité il n'y a pas longtemps, quoi. Alors non, puisque là, tel qu'est rédigé le décret, justifie de leur aptitude professionnelle les personnes ayant exercé pendant 2 ans de manière continue en tant que dirigeant d'une personne morale fournissant les services de formation mentionnés à l'article L625. Donc, en fait, très concrètement, quelqu'un qui a dirigé un centre de formation en boulangerie jusqu'à là, et puis qui vient de passer depuis le mois d'avril à la sécurité privée, ça ne marchera pas. Il faut avoir dirigé en sécurité privée. Le but quand même de cet agrément dirigeant, et on va voir si on arrive à le faire évoluer, mais c'est vraiment que les personnes aient une connaissance, les nouveaux entrants, du coup, on leur demande cet agrément, l'aptitude professionnelle. Le but, ça sera d'avoir une connaissance du secteur de la sécurité privée et du secteur de la formation en sécurité privée, plus que du secteur de la formation tout court. Donc voilà, du coup, non, là, la réponse est non. Il faut vraiment avoir été dirigeant d'un centre de formation en sécurité privée. ok. Je suis obligé, pardon, de revenir un peu Oui, sur le j'ai sujet. vu, ouais, j'ai Et vu. sur le chat également. Je Ouais. vais revenir vers vous, Monsieur Ferry, sur la question du dirigeant qui revient sur le fait que le dirigeant qui est déclaré sur le papier n'est pas forcément le dirigeant qui dirige physiquement l'activité de formation dans le centre. Et donc, nous sommes appelés à éclaircir
un peu ce point sur le fait que le dirigeant est-il celui qui est reconnu dans l'organisation, la direction du centre de formation, ou celui qui est nommé sur le CABIS, par exemple. Alors, ouais, est-ce que le CNAPS, enfin, je ne sais pas comment le CNAPS régule cette situation lorsque ça s'applique à des entreprises de sécurité privée. Bah, c'est un sujet qui peut poser question, parce que, en fait, les textes visent à la fois le dirigeant de droit, en quelque sorte, c'est-à-dire celui qui est inscrit sur le CABIS, mais, j'allais dire, la philosophie des textes impose l'agrément à celui qui dirige aussi de fait. C'est un peu le problème. Donc, position qu'il faut peut-être qu'on éclaircisse en interne avec la DLPJ pour être certain de la position qui est prise. Mais le sens est plutôt celui-là. En réalité, d'ailleurs, celui qui est sur le CABIS devrait être celui qui dirige de fait, hein, parce que ça serait quand même beaucoup plus simple. Si ce n'est pas le cas, ma position serait plutôt maximaliste, mais j'ai besoin d'en parler et de vous offrir une position très claire sur le sujet. Et ça mérite une petite discussion avec la DLPJ pour être certain de celle qu'on vous donne. Voilà. Mais ça serait quand même beaucoup plus simple pour tout le monde si c'est effectivement celui qui dirige, ce qui est quand même la logique, hein. Voilà. Par analogie sur les centres de formation et ce que nous avons trouvé dans les évolutions avec les entreprises de sécurité privée. Ouais, excusez-moi, j'ai un Larsen. Et donc, il y avait aussi les sujets des établissements secondaires et directeurs des établissements secondaires. Je pense que c'est une extension en fait de cette problématique que l'on souhaite soulever ici. Ah ben là, c'est très clair. Non, mais là, c'est très clair, puisque là, pour le coup, la loi sécurité globale a introduit des dispositions qui dit que les dirigeants qui ont besoin d'un agrément, ce n'est pas forcément uniquement l'établissement principal, c'est aussi les établissements secondaires. Donc, sous contrôle de M. Ferry, si on l'applique strictement aux organismes de formation, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est clair. Oui, alors moi, non, je pense que l'obligation d'agrément, alors on est en train de reprendre le code là, mais l'agrément secondaire, c'est pour les entreprises de sécurité privée tout court. Et je ne pense pas que ça s'applique aux centres de formation. Mais si, si. Ouais. Si, d'accord. Non, non, autant pour moi. Donc non, ça s'applique aux établissements secondaires aussi. Autant pour moi, désolé. Oui, non, mais effectivement, enfin, je confirme parce qu'en réalité, c'est bien la pratique qu'on a et en effet, on le fait, y compris, ça m'est arrivé d'avoir des rapports de contrôle sur des établissements secondaires concernant les organismes de formation, hein. Donc, au moins, ça, c'est clair. Et si c'est ça la problématique, elle est très claire pour le coup. Voilà. L'autre problématique est une problématique intéressante intellectuellement sur qui dirige de fait. Moi, je le dis très clairement, s'il y a un doute, il y a agrément dirigeant pour les deux. Comme ça, c'est encore plus simple. Hein, mais on va vous confirmer cette position. Parce que si vous voulez, sinon, c'est trop compliqué. Et à un moment donné, il faut être simple, hein, dans la vie, hein. C'est-à-dire qu'il y a bien un dirigeant, j'allais dire, qu'il soit de droit ou de fait, les deux doivent avoir un agrément. Voilà, moi, c'est ma position. Après, il faut que j'en discute un petit peu avec Éric Ferry pour être sûr qu'on est bien d'accord sur ce sujet, quoi. Hein. Et vous voyez bien que d'ailleurs, ça apportera de la clarté aussi chez vous. Hein. Voilà, parce que sinon, c'est les meilleurs moyens je ne dis pas que c'est le cas, évidemment, mais je l'ai observé dans un certain nombre d'entreprises de sécurité privée, il y a aussi des moyens de contourner un peu le sujet. Et au bout du compte, on ne sait pas qui est le dirigeant. Et quand on va le chercher, c'est-à-dire le dirigeant, voilà, il peut être très surpris parce qu'il considère que ce n'est pas lui qui dirige. Enfin, vous voyez, ça apporte un certain nombre de questions un peu problématiques. Faisons simple. Et on a les moyens de faire simple, surtout, à mon avis, dans les organismes de formation. On n'est pas sur des multinationales avec en plus éventuellement des personnes morales qui dirigent l'organisme de formation, etc. Donc, essayons de faire simple. Hein, c'est le sens de ma demande. Et je pense que s'il y a quelques cas
parce qu'il doit y avoir quelques cas, mais ça ne doit pas être très généralisé. Dans ce cas-là, je préférerais qu'on anticipe, qu'on vienne nous voir, qu'on prenne position. Hein, ça sera encore plus simple. Mais voilà, je vous ai donné, moi, ma position un peu générale sur le sujet. Alors, peut-être, François, ce que je te propose sur cette thématique-là des agréments dirigeants, il y a encore des questions qui tombent dans le chat. Oui, On va passer sur carte pro formateur et puis on y reviendra. Juste avant de passer sur carte pro formateur, Monsieur Ferry, si je puis me permettre, je pense que ce serait bien de réexpliquer ce qui s'applique public, organismes de formation privés. Vous savez, c'est votre fusée à étage diabolique là, qui nous mène jusqu'à l'examen. Voilà, parce que je pense que ça apportera des réponses, notamment au Greta. Et tout le monde a besoin d'en connaître effectivement sur ce sujet. Oui, alors donc ça c'est un sujet qu'on avait réglé par l'ordonnance, qui avait été complexe à formaliser et à écrire, et puis qui avait donné lieu à des débats au Conseil d'État. Donc, on a un système avec effectivement plusieurs étages. Donc, d'abord, les exploitants individuels et les personnes morales de droit privé, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de droit public, eux, ils sont soumis à tout, au contrôle du CNAPS et à l'examen lorsqu'il sera organisé par l'administration. Ensuite, nous avons prévu, après, on a des structures, on va dire, publiques ou des établissements privés sous contrat. Et donc, eux ne sont soumis qu'à l'examen. C'est-à-dire que le CNAPS ne va pas aller vérifier la qualité de formateur des personnes qui interviennent dans des Greta, par exemple. Ça ne fait pas partie des compétences du CNAPS. Il y a d'autres structures, des inspections de l'éducation nationale qui ont compétence pour faire ces vérifications. Mais donc, l'examen, lorsqu'il est passé, lorsqu'une personne prépare le TFP APS dans un Greta ou dans un établissement privé sous contrat, eh bien, il sera soumis à l'agrément, il sera soumis à l'examen, mais il n'y aura pas de contrôle du CNAPS. Et le troisième étage, si j'ose dire, c'est les formations BEP, Bac Pro, BTS, qui sont organisées par l'Éducation nationale, auxquelles, là, rien ne s'applique. Puisque là, on est vraiment dans une logique à part. Il y a une organisation éducation nationale pour ces diplômes particuliers et donc le CNAPS n'est pas compétent pour les contrôler et l'examen n'est pas organisé pour ces personnes-là. Voilà. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est juste une précision, parce que dans le deuxième étage de votre fusée, c'est-à-dire les structures publiques ou privées sous contrat, vous avez dit quand on organise un examen du style TFP APS, alors c'est l'examen de l'administration qui s'applique. Donc, là où je veux vraiment que vous leviez de doute, c'est quand examen TFP APS. Moi, pour être clair, donc il n'y a pas que du TFP APS. Donc, Oui. et notamment, le titre A2SP. Donc, est-ce que l'examen s'applique bien aussi dans ce cas-là? Alors, je vais répondre en prenant la question par l'inverse, c'est-à-dire par le final. Le CNAPS, lorsqu'il délivrera la carte professionnelle, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas par une sorte d'équivalence parce qu'ils ont fait un BEP, un Bac Pro, un BTS, donc toutes les autres personnes devront produire au CNAPS leurs résultats à l'examen théorique. Les seules personnes qui sont dispensées de passer cet examen théorique, c'est les personnes qui passent un diplôme national de l'éducation nationale, BEP, Bac Pro, BTS. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, toutes les autres personnes, et c'est comme ça que c'est écrit dans l'ordonnance et c'est comme ça que le CNAPS l'appliquera, c'est-à-dire que le titre A2SP, les personnes devront avoir fait l'examen organisé par l'administration. Ok, donc du coup, c'est plus clair et parfaitement clair quand on le présente comme ça. Et il y a quelques questions complémentaires qui sont donc du coup, les Greta devront déclarer leur session donc de la même façon au CNAPS.
Oui, alors oui, tout à fait. Après, Alors, je n'ai même pas le temps. avoir dans Voilà, les faudra modalités voir. pratiques. Hein, Voilà. mais- Oui, il faudra voir les modalités pratiques, mais alors je réponds à la question qui vient d'apparaître, là où on me dit que le titre a 2 SP et un diplôme national. Non, alors non, parce que vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui demandez s'il sait ce que c'est qu'un bac pro, il vous dira oui, un A2 SP, je pense que les gens ne connaissent pas. Et de toute façon, la façon dont c'est écrit, c'est les dispositions de ce même chapitre, donc sous-entendu le chapitre sur les examens, ne sont pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc, ça s'applique bien. Et ça, c'était à la fois une volonté de votre part et une volonté de la nôtre de faire en sorte que cet examen théorique, il s'applique à tout le monde. Et on est allé, si je puis dire, on est allé au maximum de là où on pouvait aller. Évidemment, on ne peut pas franchir les portes de l'éducation nationale, mais parce que voilà, il y a d'autres types de contrôles. Et puis, c'est pas du tout la même logique quand on est quand on prépare un bac pro ou un BTS. On ne peut pas comparer. C'est des formations qui durent toute l'année. Donc, voilà, c'est vraiment complètement différent. Mais sinon, tous les autres, il y aura cet examen théorique. Ok, merci Monsieur Ferry. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Je prends juste quelques questions sur les cartes pro formateurs. Là, je les ai regroupées. Donc, c'est le centre de formation qui fait la demande de carte professionnelle ou c'est le formateur lui-même? Bah, en théorie, c'est le formateur lui-même. Voilà, C'est l'usager. bah oui, comme dans aujourd'hui, enfin, pour ceux d'entre vous qui dirigent également une entreprise de sécurité privée, je pense que ce sont vos agents privés de sécurité qui font leur demande tout seuls. Donc Oui, voilà, oui. oui, Oui, parce qu'après, de toute façon, la réponse, elle va à la personne. Parce qu'après, lorsque la réponse est défavorable, eh ben, l'employeur n'a pas à connaître, entre guillemets, les turpitudes de ses agents. C'est-à-dire que le CNAPS peut-être va dire, bah non, je vous refuse la carte professionnelle pour tel ou tel motif. L'employeur n'a pas à connaître. Alors effectivement, ça entraînera la rupture du contrat de travail puisque la personne ne pourra plus travailler, mais l'employeur n'a pas à connaître les détails de la vie privée du Oui, oui, formateur. oui. Donc, par analogie, elle a une demande de carte professionnelle d'agent classique. En fait, ça procède exactement de la même façon. Ce que nous a indiqué le préfet Clavière tout à l'heure, c'est qu'on verrait finalement si le système informatique Dracar il sera prêt en son temps pour qu'on puisse faire des demandes dématérialisées ou si nous devrons faire des demandes papier. Et sur les formateurs, il y a deux questions qui reviennent assez régulièrement. C'est finalement la combinaison ou la combinatoire. Est-ce que si j'ai déjà une autre carte professionnelle, je suis tenue ou pas de demander une carte professionnelle formateur? Est-ce qu'il existe un régime d'équivalence ou je ne sais pas comment on peut l'appeler? Et par ailleurs, si j'ai un agrément dirigeant, est-ce que ça vaut carte, dans un organisme de formation, bien sûr, est-ce que ça vaut carte professionnelle formateur? Alors la réponse, c'est non pour les deux. Enfin, Voilà. non, c'est-à-dire que si vous avez déjà une carte professionnelle, par exemple, une personne qui est agent privé de sécurité en surveillance humaine et gardiennage et qui, en parallèle, donne quelques cours dans un centre de formation, il lui faut la carte de formateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exonération de carte de formateur pour les personnes qui disposeraient d'une carte professionnelle par ailleurs. Alors, la démarche, encore une fois, elle est quand même très simple. On va dire que la carte de formateur, c'est un peu l'équivalent d'une spécialité supplémentaire. Aujourd'hui, quelqu'un qui a à la fois la spécialité surveillance humaine et gardiennage et la spécialité cynodétection d'explosifs, par exemple, eh bien, il a les deux cartes professionnelles. Et donc là, c'est une carte professionnelle supplémentaire. Après, une personne qui a l'agrément dirigeant, elle doit aussi, si elle enseigne effectivement, elle doit aussi faire la demande de carte de formateur. Est-ce que là-dessus, justement, on peut faire le parallèle avec ce qui se passe dans une entreprise de sécurité? Quand un dirigeant il prend des vacations, il doit avoir son agrément dirigeant et sa carte professionnelle Oui, tout à fait. adéquate. Le parallèle peut tout à fait être fait. Oui. Voilà. Et sur les cartes professionnelles formateurs, il y avait eu des questions, mais je pense que vous y avez répondu, qui étaient est-ce que dans les organismes de formation qui sont non soumis au CNAPS, donc nous sommes soumis à la condition de carte professionnelle formateur, mais je pense que vous y avez répondu tout à l'heure, hein, en disant
je reprends les 3 étages de la fusée, là, quand on est dans un environnement où on n'est pas soumis au CNAPS, donc les contrôleurs ne pourront pas bénéficier, enfin, il n'y aura pas cette contrainte de la carte professionnelle formateur pour les formateurs dans ces établissements. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, un professeur certifié de l'éducation nationale qui enseigne dans un BTS sécurité privée, il n'a pas à avoir de carte professionnelle. OK. Et puis, sauf s'il y en a d'autres, et je reprendrai le fil après concernant les formateurs. Donc, il y avait une question, puisqu'aujourd'hui, donc on est dans une attestation qui est faite déclarative, qui est faite par les formateurs, notamment de ne pas avoir été l'objet d'une ITE précédente. Donc, il y a une question là-dessus. Quid si ITE, donc quand j'avais ma carte professionnelle, en tant qu'agent sur ma carte pro-formateur, mais finalement, on refait la demande de carte pro-formateur et puis on voit quelle suite est donnée, quoi, tout simplement. Oui, tout à fait. Voilà. Cette obligation de déclarer qu'on n'a pas fait l'objet d'une ITE, alors c'est quelque chose qui avait été introduit par la loi sécurité globale, qui va disparaître puisque l'ordonnance du 16 mai 2023 fait disparaître cette obligation. En fait, c'était une sorte de pis-aller. C'est-à-dire qu'on pouvait pas, c'était un peu le mieux qu'on pouvait faire au moment de la loi sécurité globale, en disant, eh ben voilà, lorsque quelqu'un est formateur, il faut au moins qu'on essaye de s'assurer qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction, qu'il n'est pas sous le coup d'une ITE en vigueur. Donc là, mettons, si le cas se présente où on a une personne qui fait l'objet d'une ITE qui est en vigueur, eh ben, lorsqu'il fera la demande de carte de formateur, je pense que le CNAPS verra l'ITE et du coup refusera probablement la carte de formateur. Et pour boucler la boucle sur le sujet de la carte pro-formateur, j'ai vu effectivement cette question qui est revenue à plusieurs reprises sous différentes formes. Comment ça se passe pour la carte pro-formateur pour les indépendants? Autrement dit, donc les indépendants doivent-ils avoir une carte pro-formateur? Carte pro-formateur matérialisée, le badge. Le badge. Alors, c'est 2 choses différentes. Il y a la carte pro déjà. Alors, en fait, là, pareil, on peut tourner le système à l'envers. C'est-à-dire, toute personne qui intervient devant un public pour les former en matière de sécurité privée doit avoir une carte de formateur, sauf si elle est fonctionnaire, militaire, magistrat ou formateur en sûreté aéroportuaire. Mais quel que soit le statut, c'est-à-dire que la personne fasse ça gratuitement, qu'elle soit salariée, qu'elle soit vacataire, voilà, quel que soit le statut, il y a cette nécessité. En fait, voilà, il faut vraiment partir du principe de toute personne qui se retrouve devant des stagiaires en sécurité privée. Oui, ça a le mérite d'être clair. Olivier, François, j'en ai terminé pour l'instant sur les formateurs. Olivier, peut-être sur la thématique certification qualité? Oui, merci. Sur la certification qualité, une question pour les contrôles que vont opérer les certificateurs porteurs de titres. Est-ce que c'est eux, ils vont pouvoir le faire ou est-ce que ça devrait être fait par une personne morale différente? Je crois qu'il y avait une phrase où est-ce que le certificateur porteur de titre, nous, l'UFAX, nous sommes certificateurs, est-ce que je peux moi-même faire ou est-ce que je suis obligé de passer par une tierce personne? Oui. Ah oui, alors oui. Alors la formulation, elle est un peu complexe. Alors, merci Monsieur Garret parce que j'avais pas. Oui. En fait, on fait référence à personne morale, mais c'est pour faire référence à l'ADEF et aux associations qui peuvent, par exemple, il peut y avoir, je sais pas, peut-être que le titre 2 est organisé pareil, où il y a une association qui dépend de la CPNEFP des détectives privés pour organiser, voilà. Donc, mais bien évidemment, l'UFAX peut faire ses contrôles lui-même. La formation, c'est un peu lourd en rédaction et le Conseil d'État nous en avait fait le reproche, mais on n'a pas réussi à trouver mieux. L'idée, c'est vraiment d'englober les certificateurs privés et les associations, donc d'où le mot personne morale. Et je donne la réponse à une question que j'ai vu s'afficher. Quelqu'un demandait où est-ce qu'on voit dans le décret que la certification COFRAC n'est plus obligatoire. Voilà, donc c'est le 6 bulle, pardon, je jargonne, mais c'est le 6e. Vous avez un 6 et puis un petit rond. Le 6 bulle de l'article 2 qui vient rajouter à l'article R625.2
les mots « la certification prévue à l'article L63-16-1 du Code du travail ». Donc, c'est cette disposition-là, c'est le CISBUL qui est d'application immédiate qui rend la certification COFRAC, entre guillemets, facultative pour ceux qui ont déjà la certification Calliope. Et donc, merci. Nous avons une nouvelle question qui prenait un exemple. Comme le décret est paru le 4 avril, si nous avons un audit de surveillance prévu après cette date, le centre de formation n'est pas obligé de la maintenir si le centre a déjà Calliope. Alors, du point de vue de la DLPAJ et du CNAPS, non. Après, moi, je ne rentre pas dans les relations contractuelles que vous pouvez avoir avec les certificateurs. Ça, après, c'est à voir. Voilà. Mais en tout cas, de notre point de vue, le contrôleur du CNAPS qui vient en mai, alors que théoriquement, le contrôle devait avoir lieu fin avril, si le contrôle n'a pas eu lieu, mais que le centre de formation a le Calliope, pour le contrôleur du CNAPS, ce ne sera pas un sujet. D'accord. Ces dispositions-là qui ont été prises par décret, elles ont été envoyées aux certificateurs aussi qualité ou uniquement au niveau du COFRAC? Alors, on en a informé le COFRAC. Alors non pas tardivement, mais on a informé le COFRAC lorsqu'on a été sûr que c'était bien ce schéma-là vers lequel on s'engageait. Donc on l'a informé lorsqu'on a saisi le conseil, lorsqu'on a saisi le secrétariat général du gouvernement. Donc on a dû le saisir, je pense, au mois de décembre. Et on a une question, au début janvier, et on a une question, c'est Calianor, voilà, Calianor qui nous a questionné et à qui on va l'indiquer. On va répondre par mail à Calianor pour lui indiquer. Après, le COFRAC nous avait beaucoup posé des questions, mais suite à l'envoi de notre mail début janvier, je crois qu'on n'a jamais eu de retour. En tout cas, on avait bien explicité le schéma au COFRAC. D'accord, merci je crois que pour la certification qualité, on a aussi tout fait le point. François, est-ce que d'autres questions, Corinne? Il y a des questions, il y a des questions qui concernent l'environnement de l'ADEF. Donc, et comme je pense et je vois que Cédric ou Kamel y répondent dans le chat, comme Cédric Paulin est avec nous, peut-être Cédric, de temps d'intervention. Effectivement, il y a besoin peut-être de repréciser le rôle du certificateur dans tout cela. Bon, est-ce que c'est pas, on va pas forcément le faire maintenant, c'était pas forcément l'objet. Je ne sais pas si Cédric a entendu. Oui, je vous entends, je ne Ah, sais pas si vous m'entendez. si, Très parfaitement. bien, Cédric. Voilà, je ne suis pas dans un environnement très propice. Donc, effectivement, j'ai vu quelques questions. Donc, c'est bien toujours l'ADEF qui délivrera les parchemins. Il y avait des questions sur la carte formateur, notamment pour les Greta. Donc ça, on en rediscutera au sein de l'ADEF. Mais en tout cas, pour que tout le monde soit bien au courant, la CPLP et l'ADEF ont précisément suivi toute la concertation sur le décret. Donc, on est à peu près à jour sur les différents éléments et on pourra de toute façon rééchanger avec le fax par rapport aux questions posées. Donc, désolé, je peux pas trop parler davantage là où je suis. Ok, pris Cédric, on revient pour compléter. Merci. Deux questions là que j'avais pas regroupées dans des thématiques. Monsieur Ferry, dans votre intervention, quand vous avez commencé à parler de l'aptitude professionnelle des dirigeants, donc vous avez évoqué finalement le régime d'équivalence là dans les 2 ans précédant les 5 ans. Et puis vous avez commencé à dire on reviendra vers vous sur le contenu de cette aptitude dirigeant. Il y a un petit peu de questions là-dessus. Est-ce que le contenu de l'aptitude dirigeant il est le même que sur les entreprises de sécurité? Voilà, je ne sais pas s'il y a des commentaires à faire là-dessus, mais il y a eu 1 ou 2 questions. Oui, alors, oui, en fait, aujourd'hui, on a un agrément dirigeant pour les entreprises de sécurité privée, qui est l'agrément qui va s'appliquer de facto pour les dirigeants de centres de formation. Et en fait, l'idée, nous, ici, mais on est au niveau vraiment administratif, on pousse pour une modification de cet agrément pour qu'il inclue aussi des notions sur la direction de centres de formation en sécurité privée. Mais en tout cas, aujourd'hui,
aujourd'hui, rien n'a changé. Donc, une personne qui est déjà dirigeant, ben, il a l'aptitude professionnelle par équivalence. Une personne, c'est-à-dire que si moi, demain, je veux créer mon centre de formation, enfin demain, à partir du 1er mars, je veux créer mon centre de formation, eh bien, dans ce cas-là, je dois passer l'agrément dirigeant d'entreprise de sécurité privée. Voilà. OK. Et je n'ai pas zappé, je reviens sur la carte pro formateur, mais cette fois-ci sur la carte pro matérialisée. Et la question, et je l'ai vu passer à plusieurs reprises, elle est donc quid de la carte pro matérialisée, support papier finalement, et notamment pour les indépendants, puisqu'on a compris que toute personne qui était, quel que soit son statut, qui est en situation de face à face pédagogique, elle doit avoir carte matérialisée. La carte matérialisée, elle est plutôt remise par l'employeur, donc dans le cas des indépendants. Donc, est-ce qu'on a idée de la façon dont ça pourrait se passer? Je pense qu'on va laisser le CNAPS se répondre. Moi, je vois pas vraiment, j'arrive pas bien à comprendre la question. Je sais pas si du côté du CNAPS. En fait, mais c'est vrai que souvent, c'est la sémantique autour de cartes professionnelles qui nous joue des tours, y compris dans les entreprises de sécurité. Donc, l'employeur, il est tenu de remettre, alors plutôt que de parler de carte professionnelle, on parle de badge professionnel en général chez les employeurs. Et donc, puisque on glisse pour les organismes de formation vers la même logique, donc, et quand le formateur il est indépendant, qui va lui remettre son badge professionnel ou pas, donc la question est ouverte. Alors d'accord, merci beaucoup. Alors, parce qu'il y a deux choses. Moi, quand je parle de carte professionnelle pour les personnes qui sont devant des stagiaires, c'est le numéro, c'est d'avoir une carte auprès du CNAPS avec le numéro de bénéficiaire et puis et de dire que voilà, la carte professionnelle de formateur est délivrée de telle date à telle date et quand le contrôleur vient, on est bien entre les deux plages. Après, donc c'est un sujet autre, c'est la carte physique qui indique que la personne est bien salariée de l'entreprise. Alors, ça, je ne sais pas si ça… si oui, l'employeur remet à l'employeur… Alors, il y a quelqu'un qui vient de souffler la réponse, que je remercie. Merci. 625-29, l'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Du coup… il fait une carte comme si, enfin, supposons que moi, je vienne dans un centre de formation pour faire, je sais pas, le cours sur les principes de la République. Et dans ce cas-là, il me remet une carte où il y a marqué, je sais pas, mon nom et puis vacataire et puis ma photo et voilà. Et dans lequel il y a effectivement le numéro de carte délivré par le directeur du CNAPS. Donc, l'entreprise, elle remet finalement, quel que soit le statut de la personne qui vient pour faire des formations, ça doit se passer pareil. Alors, effectivement, la personne qui intervient, il y en a certaines qui sont là tout le temps parce que c'est des formateurs permanents, d'autres qui viennent en tant que vacataires, d'autres qui viennent en tant que prestataires, mais voilà, donc il remet. Pour moi, ça se passe pareil. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de dire qu'en dernier ressort, ce serait l'organisme de formation donc, qui vérifie que le formateur qui est mis en face à face pédagogique, finalement, si c'est un indépendant et que cet indépendant, il n'a pas de carte professionnelle physique, on va appeler ça un badge professionnel pour que ce soit plus clair pour tout le monde, mais on vise bien le vers 625-29 là. Donc, alors, c'est l'organisme de formation qui devrait délivrer ce badge en ayant vérifié les éléments. C'est ça qu'on est en train de dire? Oui, je viens de comprendre. Enfin, on va regarder ce point-là. D'accord. Joker, je viens de comprendre. Et puis en relisant, effectivement, l'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Oui, ça, on regarde ce point-là. Joker. Ouais. Ok, bien pris. François et Olivier, de mon côté, je n'en ai plus en stock. Il faut que je retourne dans le chat. Allez-y. Non, mais j'en ai repris une toujours un peu spécifique sur les dirigeants d'OF au niveau des lois 1901. Que le président d'association est souvent un bénévole, donc difficile de se prévaloir gestionnaire de la sécurité et de la responsabilité. Est-ce qu'il y aura Non, mais une pour une association, enfin,
pour moi, clairement, c'est le directeur. Parce que le président, effectivement, c'est un bénévole. Il peut pas être le président d'une association loi 1901 ne peut pas être salarié. Normalement, il n'exerce pas la direction effective de l'association. C'est le directeur qui a les pouvoirs. Enfin, ça dépend des statuts des associations, mais généralement, c'est quand même plutôt le directeur qui a les pouvoirs, qui fait fonctionner la boîte au quotidien. Et le président, il vient de temps en temps, et notamment pour présider les conseils d'administration. Donc, très clairement, dans une association loi 1901, le dirigeant, c'est le directeur de l'association qui doit avoir l'agrément dirigeant. D'accord, oui. Et nous avions une dernière question sur si un organisme de formation de sécurité privé produit un partenariat avec un établissement d'éducation nationale ou de type Greta, relevant du champ réglementaire public, doit-il se soumettre à la réglementation du champ réglementaire privé dans le dit partenariat? C'est un peu le même concept que ce que fait l'ADEF avec les Greta. Alors, tout dépend du partenariat. C'est-à-dire que concrètement, mais oui, c'est ça. Sur quel diplôme on aboutit? Ouais. C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est toujours partir, c'est ça en fait. C'est bien qu'on partir de la soit fin. plus clair. Mais je vois difficilement, par exemple, un Greta externaliser ou un établissement privé sous contrat externaliser complètement sa formation à un centre de, enfin, un centre de formation. Donc, peut-être, parce que du coup, je vois le nom de la personne qui a posé la question, qui est aussi certificateur. C'est peut-être aussi, moi, je suis certificateur. Le Greta me demande de conventionner sur ma certification. Est-ce que je suis en droit de lui opposer la réglementation de l'arrêté de 2016, etc., et tout ce qui va avec? C'est-à-dire, alors, je suis certificateur et le Greta intervient en tant que centre de formation. Non, Nathalie, hein, tu vas pas faire de l'armement avec nous, hein, je sais, hein, mais le Greta demande à l'UFAX de pouvoir faire dispenser les formations armement armé catégorie D. Très bien, moi je suis certificateur. Quand je vais auditer le Greta, est-ce que je suis en droit de lui demander qu'elle respecte toutes les obligations de l'arrêté du 1er juillet 2016? Eh ben non. Enfin, si. Ouais. Mais parce que le Greta demeure quand même une personne morale de droit public. Oui, je pense, je me permets d'intervenir. Je pense que c'est, en fait, le Greta a le statut d'OF partenaire au sens de des termes de France Compétences, et donc il va dispenser une formation habilitée par un certificateur, que ce soit d'ailleurs l'ADEF ou l'UFAX pour les certifications qu'elle porte au RNCP. Non, D'accord, donc ça veut dire que pour l'exemple de l'ADEF vous demande le même cahier des charges que tout le monde. En gros. Voilà. Mais est-ce que la question qui était posée, c'était pas une autre question, la question là qui vient d'être posée, c'est que nous, les Greta, parfois, on nous sous-traite une formation. Mais donc, c'est exactement toujours le même raisonnement, qu'on soit sous-traitant, qu'on soit OF partenaire au sens de la nomenclature de France Compétences. Nous ne sommes pas soumis au périmètre du CNAPS, quelle que soit la formation qu'on met en œuvre. Qu'on soit qu'on mette en place nos propres certifications, diplômes de l'EduCNAT ou n'importe quel autre. En revanche, on sera soumis aux exigences du certificateur et peut-être que l'ADEF, Cédric l'a évoqué rapidement, exigera par exemple des cartes formateurs pour nos intervenants. Oui, moi je confirme effectivement, il y a deux choses. Il y a le périmètre, les contrôles du CNAPS, et là c'est très clair. C'est l'article L625.1 qui dit les formations dispensées par des personnes morales de droit public sont également soumises au chapitre 3, mais sous-entendu ne sont soumises qu'au chapitre 3, qu'à l'examen. Donc du coup, le CNAPS ne peut pas effectivement aller faire d'autres contrôles. Par contre, l'ADEF, en tant que certificateur, peut imposer des choses, mais ça, comme on dit, cela ne nous regarde pas, en tout cas nous ici à la DLPJ. Voilà. Non, je pense qu'il y a d'ailleurs un sujet, une thématique qu'on pourra proposer, donc, soit
un groupe de travail, soit un webinaire vraiment focus sur les certificateurs, parce que donc, Cédric a quitté le webinaire maintenant, mais il l'a dit lui-même tout à l'heure, on va dire que l'analyse d'impact en fait de l'ordonnance, du décret et de ce qui peut encore arriver, c'est en cours d'analyse avec le certificateur et que le certificateur lui-même sera amené à apporter des précisions à ces organismes de formation agréés. Donc, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions ce matin là-dessus. On va surtout, par contre, les prendre en compte et faire en sorte qu'elles remontent. Olivier, François, est-ce qu'il y a des précisions supplémentaires? Sinon, on est dans le timing, donc c'est bien. J'appuie sur, effectivement, il y a eu beaucoup d'échanges et de questionnements sur le rôle du certificateur, mais qui ne change pas vraiment, si ce n'est ce que M. Ferry a rappelé aussi dans l'échange entre la DLPAJ et le CNAPS, pardon, entre le CNAPS et le certificateur lors des mesures de contrôle. Justement pour remonter les manquements d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que les manquements constatés par le certificateur remonteront au CNAPS et inversement. Est-ce que peut-être on peut éventuellement poser la question, est-ce que des manquements sur des certifications autres que celles de la sécurité privée en lien avec le CNAPS pourraient être constatés ou interrogés? Je pense des manquements liés à la certification SST portée par l'INRS ou des manquements aussi révélés lors de contrôles sur des formations SIAP. Est-ce que les informations pourraient transiter entre les différents certificateurs qui sont dans le périmètre, même si effectivement ne sont pas sous couvert du CNAPS, mais sont néanmoins dans le périmètre des activités des organismes de formation? Alors, le CNAPS pourra compléter, mais le CNAPS, il est surtout là pour appliquer la réglementation en matière de sécurité privée. Donc, très concrètement, s'il y a un problème, si le centre il fait à la fois sécurité privée et boulangerie et qu'il y a un problème sur le four qui cuit des croissants, c'est pas le CNAPS qui pourra faire remonter le manquement à la personne morale que je ne connais pas qui s'occupe de vérifier les fours de boulangerie. Par contre, si les contrôleurs du CNAPS sont témoins d'un grave sujet qui peut constituer, enfin, il y a ce qu'on appelle l'article 40 qui nous oblige à dénoncer, oblige tout agent public à dénoncer au procureur de la République les faits répréhensibles dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Peut-être monsieur le préfet ou monsieur Bess. Ouais, Monsieur Ferry, je confirme. Votre analyse est tout à fait à la fois pertinente et pragmatique. C'est exactement comme ça qu'on fera. Donc, il y a deux éléments de réponse. La première, c'est pas notre business en première analyse, mais en revanche, s'il y a un grave manquement, bien sûr qu'on fera remonter, soit à la justice par le biais d'un article 40 si c'est un délit évident, bien sûr. Et puis, on fera remonter au certificateur, évidemment, le sujet. Ok, merci. Très bien, je crois qu'on a un petit peu fait le tour de toutes les questions. Donc, dans tous les cas, nous, on a récupéré via le chat toutes les questions vraiment spécifiques. Nous allons les synthétiser c'est pas du tout ici, sur un tableau qu'on fera parvenir à tous les participants, en ayant bien évidemment fiabilisé les réponses, pour que tout le monde ait une même vision et tout le monde ait une réponse précise par rapport aux questions qui ont été posées. S'il n'y a plus vraiment d'autres questions, d'abord, vous allez tous noter dans vos agendas, puisque nous avons notre assemblée générale ordinaire avec le rapport moral et financier de l'UFAX le 4 juin 2024, événement important. Et le 3 octobre 2024, nous aurons notre assemblée générale extraordinaire élective avec renouvellement du conseil d'administration et journée professionnelle sur Paris. Donc, vous pouvez déjà cocher cette date sur vos agendas. Les éléments vous parviendront dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. 4 juin, c'est que visio, Olivier. Ouais, que visio, uniquement en visio, on le fera. C'est vrai qu'il y a organisé quelque chose dans cette période-là qui va être un petit peu occupé, on va dire, pour les organismes de formation et un petit peu pour tout le monde.
Et puis pour le renvoi du fichier questions-réponses avec la présentation, là, comme nous le faisons systématiquement après chaque webinaire, il faut nous laisser une grosse semaine, hein, on va dire, de traitement justement pour fiabiliser les réponses. Donc, faire vérifier avec nos invités et interlocuteurs partenaires, hein, il y a pas mal de choses. Donc, une grosse semaine avant que Oui, nous puissions diffuser. le but, c'est vraiment d'avoir des questions et des réponses vraiment pointues pour que tout le monde s'y retrouve dans ces questionnements sur ce décret qui va quand même entraîner pas mal de changements dans le paysage de la formation professionnelle et dans vos entreprises de formation. Et ce que nous avons fait aussi en complément, en coproduction avec le GES, là, donc nous avons écrit une synthèse du décret qui a été diffusée à l'ensemble des adhérents du GES et de l'UFAX entre hier et avant-hier. Donc, si elle n'est pas encore mise sur le site, nous la mettrons sur le site et puis on la joindra de toute façon avec la diffusion de la présentation et du question-réponse d'aujourd'hui. Mais en tout cas, elle est déjà d'ores et déjà disponible, parce que j'ai vu certains qui disaient effectivement c'est pas facile quand on n'a pas mis trop de slides, hein, volontairement. Il ne faut pas que ce soit trop descendant, mais plus interactif. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu moins facile à suivre pour certains. Donc, n'oubliez pas d'aller consulter la synthèse du décret formation qui est assez complète, elle aussi, dans son écriture. Mais il me reste à remercier tout le monde, à remercier les services de la DLPJ, de M. Ferry, de ses équipes, des services du CNAPS, du préfet Clavière et de ses équipes également pour ce webinaire et pour tous les échanges que nous pouvons avoir depuis des mois et que j'espère nous aurons encore dans les mois et les années à venir. Je pense qu'il y a encore pas mal comme le Fred Boyer l'a annoncé, on a annoncé les différents intervenants, il y a encore quelques arrêtés qui arrivent. Et on aura vraiment besoin que tout le monde soit concerné pour aller dans le bon sens et que nous ayons les meilleurs outils et les meilleures dispositions pour dispenser des formations de qualité. Donc, écoutez, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt.